Bonjour à tous, Cyril Kemner, je suis médecin en anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et je vais vous présenter au cours de ce topo la ventilation non invasive, appelée aussi VNI, dans le cadre de la formation accélérée aux soins et techniques de réanimation. Nous avons vu qu'au cours de ces topos, nous allons parler d'oxygénation et de ventilation. Dans cette partie, on va s'intéresser à la ventilation uniquement. Cette ventilation, on va pouvoir l'apporter de différentes manières. Une partie invasive, une manière invasive d'apporter cette ventilation, c'est d'intuber le patient. Et on va pouvoir aussi ventiler notre patient de manière non invasive, et c'est ce qu'on va appeler la ventilation non invasive, VNI. Le principe de la VNI, ça va être de cumuler à la fois une aide inspiratoire pour aider à la ventilation pulmonaire, à apporter un volume suffisant dans les alvéoles du patient. On va mettre une pression à l'inspiration du patient qui va l'aider à faire rentrer du volume dans ses alvéoles. Cette pression, elle se règle sur le respirateur, c'est ce qu'on appelle delta P-head. On va aussi pouvoir lui apporter, avec la ventilation non invasive, ce qu'on appelle une pression expiratoire positive. C'est une pression qui va rester à s'opposer au patient à la fin de l'expiration, qui va empêcher la fermeture des alvéoles à chaque mouvement respiratoire et notamment en fin d'expiration. Cette PEP, elle va avoir deux effets. Elle va permettre d'augmenter l'oxygénation et de baisser le travail respiratoire. On la règle sur notre respirateur avec l'acronyme PEP. Ces deux choses réunies, le cumul d'une aide inspiratoire et d'une PEP, vont être possibles en restant non invasif au moyen de cette VNI. Les objectifs de cette VNI, ça va donc être, on l'a dit, de la ventilation, et donc on va pouvoir à la fois oxygéner le patient, faire une décarboxylation, c'est-à-dire enlever son CO2, son dioxyde de carbone, et limiter le travail respiratoire, puisqu'on va l'aider à faire tout ce travail en lui apportant de l'aide à l'inspiration et en empêchant que les alvéoles se ferment à l'expiration avec la pression expiratoire positive, aussi appelée PEP. Les indications et les contre-indications de cette ventilation non invasive. Les indications formelles, il y en a principalement deux, qui sont la décompensation de BPCO et l'œdème aigu du poumon. Dans ces deux indications, il faut mettre la VNI première pour pouvoir aider à la réversion complète des troubles. Les autres indications vont être potentiellement la pneumopathie de l'immunodéprimé, la prévention de l'insuffisance respiratoire en post-extubation chez les sujets à risque d'échec d'extubation, le post-opératoire de chirurgie abdominale ou thoracique et le patient traumatisé thoracique en prévention des complications du traumatisme thoracique. Les contre-indications absolues, c'est l'arrêt cardio-respiratoire, le coma, l'hémorragie digestive haute, le défaut de coopération, tout ce qui est risque d'inhalation du patient, avec un patient qui vomit fréquemment, et notamment chez les patients qui sont contentionnés avec des risques d'inhalation majeurs, parce qu'ils ne pourront pas s'enlever le masque de VNI. Et les autres contre-indications sont l'obstruction des voies aériennes supérieures. Attention, la VNI ne doit jamais retarder l'intubation. Si un patient est en détresse respiratoire sous VNI alors qu'on a initié la VNI depuis un certain temps, il faut prévenir le médecin, il ne faut pas prendre de retard à l'intubation. Comment se monte un circuit de ventilation non invasive ? Tout d'abord, il va y avoir différentes interfaces pour le patient. Je vous les présente au nombre de 6. Il y en a 3 dont nous allons parler tout particulièrement. Premièrement, le masque nasobuccal en A qui va entourer la bouche et le nez du patient. Le masque facial total en B, qui a été notamment beaucoup utilisé pendant le Covid. Et puis en F, vous voyez le helmet, qui est le casque,
qui a été aussi fortement utilisé pendant la pandémie Covid, puisqu'il permet de la ventilation non invasive en circuit clos avec renouvellement d'air pour le patient, sans disséminer de nombreuses particules virales dans la pièce. Pour relier ces interfaces au respirateur, on va avoir besoin d'un filtre passif échangeur de chaleur et d'humidité, c'est le filtre vert que vous voyez là, qui va être connecté entre le masque et les tuyaux du respirateur. On va avoir besoin des tuyaux justement, et enfin d'un filtre antibactérien sur la valve expiratoire du respirateur pour ne pas contaminer le respirateur avec des particules virales ou bactériennes qui proviendraient des sécrétions du patient. Enfin, évidemment, on va avoir besoin du respirateur sur lequel on va pouvoir régler certains paramètres que nous allons expliquer dans la diapositive suivante. Quels sont les réglages, les objectifs et la surveillance que nous allons pouvoir initier en ventilation non invasive? Dans les réglages, pour oxygéner le patient, nous allons pouvoir régler la fraction inspirée en oxygène. Entre 21 et 100%, le but va être l'oxygénation du malade et on va la surveiller sur la saturation pulsée en oxygène en continu sur l'oxymètre de pouls avec des alarmes qui vont être suivant nos objectifs de SPO2 sur le scope et également de manière plus disparate dans la journée, la saturation artérielle en oxygène et la pression artérielle en oxygène sur le gaz du sang. Nous allons pouvoir régler une pression expiratoire positive sur notre machine de ventilation non invasive qui, je le rappelle, est la pression qui va permettre à la fin de l'expiration du malade de garder les alvéoles ouvertes. Une pression qui va s'appliquer contre le malade pour qu'il puisse garder ses alvéoles ouvertes et qu'elles ne se referment pas à chaque fin d'expiration. Ceci va servir à l'oxygénation du patient et à la baisse du travail respiratoire du patient. On va pouvoir régler un paramètre qui s'appelle l'aide. L'aide, c'est une pression qu'on va mettre à chaque inspiration du malade, en plus dans ses voies aériennes, pour l'aider à prendre du volume courant inspiratoire. Ce volume courant va avoir pour objectif qu'il soit entre 6 et 8 ml/kg de poids idéal théorique. Ce poids idéal théorique, il va être calculé à partir d'ABAC. Pour faire simple, on va dire taille moins 100 chez l'homme et taille en centimètres moins 110 chez la femme. Je vous donne un exemple. Une patiente qui fait 1m60, on va dire taille moins 110, son poids idéal théorique va être de 50 kg. Si je veux qu'elle ait un volume courant entre 6 et 8 ml/kg, 6 x 5, 30, 8 x 5, 40, il faudra que je règle une aide pour qu'elle ait un volume entre 300 et 400 ml de volume courant inspiré à chaque cycle respiratoire. Il faudra pour ça que je surveille le volume pris avec des alarmes de volume courant sur mon ventilateur. Il faudra que je surveille si ce volume suffit à la patiente en examinant sa fréquence respiratoire. L'objectif en VNI en général, c'est que nos patients aient une fréquence respiratoire entre 15 et 25 par minute. Et pareil, je mettrai une alarme de fréquence respiratoire sur le scope. Je vais pouvoir également régler en ventilation non invasive un trigger. Ce trigger, c'est le trigger inspiratoire, c'est la gâchette, c'est l'effort minimal qui va permettre au patient de déclencher un cycle inspiratoire. Donc le patient, pour faire simple, va commencer une inspiration. Le respirateur va détecter cette inspiration. Il va détecter le trigger, cette gâchette, et il va donc lui appliquer l'aide, la pression pour l'aider à prendre du volume. Il y a d'autres paramètres que nous allons pouvoir régler, la pente, le trigger non plus inspiratoire mais expiratoire, mais on ne détaillera pas dans ce topo. Il va falloir surveiller en outre, dans notre ventilation non invasive, le pourcentage de fuite. Il va falloir rechercher des signes de lutte respiratoire à chaque tour chez nos malades. La présence ou l'apparition de signes de lutte respiratoire, ça doit faire appeler le médecin
pour réévaluer la tolérance et la nécessité de la ventilation non invasive. Il ne faudra pas oublier également de régler des alarmes de fuite sur notre respirateur, l'alarme de débranchement patient et l'alarme d'ETCO2 qui peut être présente soit sur le respirateur, soit sur le scope. Si nous devons retenir des messages clés, il faut comprendre que la ventilation non invasive ne doit jamais faire retarder l'intubation s'il y a un échec de la technique. Si vous constatez donc des présences de signes de lutte respiratoire, un balancement thoraco-abdominal, vous voyez tous les muscles respiratoires travailler, que le patient accélère sa fréquence respiratoire de plus en plus, au contraire qu'il la ralentit énormément, et qui s'épuise sur le plan respiratoire, n'hésitez pas à prévenir votre médecin. Il y a une importance dans ces modes à régler les alarmes à la fois de son ventilateur et à la fois de son scope. Sur le ventilateur, il faudra régler des alarmes de fuite, de volume, pour éviter les complications à type de volotraumatisme, de prendre trop de volume, et les alarmes d'ETCO2, qui peuvent se trouver soit sur le ventilateur, soit sur le scope. Sur le scope, il faudra régler l'alarme de fréquence respiratoire et l'alarme sur l'oxymètre de pouls en fonction des objectifs fixés par votre médecin. Je vous remercie de votre attention.